Bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on va commencer, pour ne pas avoir trop de retard. Donc on va continuer sur les cas complexes en santé sexuelle, avec cette fois-ci les dyspareunies, autre problématique difficile souvent à prendre en charge au cabinet. On va commencer par une organicité à ne pas rater, focus sur les bilans étiologiques, qui va être présentée par notre célèbre Karine Martin, qui est de Lille, donc profitons-en. Gynécologue médical et sexologue, praticien hospitalier au CHU de Lille et responsable pédagogique du diplôme interuniversitaire de sexologie à Lille. Je te laisse la parole, Karine. Merci Rosa. Alors, en revanche, je n'ai pas l'écran pour démarrer. Je ne sais pas si le technicien peut me donner l'écran pour lancer la présentation. Alors, une organicité à ne pas rater, focus sur les bilans étiologiques. Donc, merci Rosa de m'avoir confié ce sujet dans cette session sur les dyspareunies. Alors, Flore a 24 ans et elle exprime « J'ai mal quand j'ai des rapports ». C'est un symptôme extrêmement fréquemment exprimé pour nous, gynécologues ou sages-femmes, en consultation de gynécologie. Alors, on va parler de là, ou plutôt les dyspareunies, car les dyspareunies sont plurielles dans leur localisation, leurs étiologies et donc leur prise en charge. Selon le DSM-5, les dyspareunies sont classées dans l'entité troubles liés à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration. Et donc, nous retrouvons dans cette même entité donc le vaginisme, la vulvodynie et la dyspareunie. Alors, dans sa définition, 10 renvoie à difficulté, à algo, à douleur, et pareunie à accouplement. Il s'agit d'une douleur ressentie à la pénétration. Et déjà, Flore nous exprime « j'ai mal quand j'ai des rapports ». Ce n'est pas une douleur lors des rapports sexuels, donc ça c'est déjà important de le noter. Flore a-t-elle mal dès que l'on approche de sa vulve ou au toucher externe, ou a-t-elle mal uniquement aux tentatives de pénétration et d'intromission? On peut déjà expliquer à Flore que ce n'est pas pareil, et on sait que du coup on va faire la différence entre la vulvodynie et la dyspareunie. Elles sont parfois associées mais pas toujours. Là on va se concentrer du coup aujourd'hui sur les dyspareunies. Mais pour nos prises en charge, pour les conseils qu'on va pouvoir lui donner, pour le fait de valoriser la sexualité externe, déjà j'en parle déjà là sur la première diapo, ça va être beaucoup plus compliqué si on a une vulvodynie associée. En tout cas, deux grandes entités, la dyspareunie d'intromission ou superficielle et la dyspareunie profonde. Ensuite, nous verrons qu'elles peuvent être primaires ou secondaires, et donc on ne va pas les aborder de la même manière. Très fréquente, 10 à 40% des femmes selon les études, probablement une fréquence autour de 20%, c'est-à-dire quand même une femme sur 5. Alors je vous passe ici, au rappel, le cycle de réponse sexuelle féminin. N'oublions pas que la douleur peut entraîner une contamination de toutes les phases. Par anxiété anticipatoire, il y aura des troubles du désir et c'est normal de rappeler à nos patientes que c'est normal de ne pas désirer un moment dont on sait qu'il sera potentiellement douloureux. Donc les troubles du désir dans ce cadre, déjà poser la question de la douleur quand une patiente consulte pour des troubles du désir, parce que c'est normal de ne pas avoir envie d'avoir mal. Mais aussi un trouble de l'excitation, avec des difficultés de lâcher prise et plus d'anorgasmie. Donc plus de sécheresse vaginale. Donc un trouble global de la réceptivité qui amène à une concentration sur la sexualité parfois dite utile au détriment de l'agréable, avec des pénétrations dont on ne parle pas assez, on parle d'éjaculation précoce, mais assez peu de pénétration précoce, qui sont donc plus douloureuses, moins de stimulation externe, le corps et l'esprit étant moins prêts à la pénétration. Et donc on est dans ce cercle vicieux des dyspareunies. Donc voici, lui, le cercle vertueux de la réponse sexuelle féminine,
avec, si vous voyez, non, vous voyez pas ma flèche, mais donc tout en haut, de multiples raisons pour engager une activité sexuelle, avec un désir, on va dire, basal, spontané, initial, qui peut, la flèche vers le bas, amener spontanément à une excitation subjective, ou qui aura peut-être besoin d'un stimuli du ou de la partenaire. Alors, on va déjà travailler, nous, en sexo, sur ce stimuli, est-ce qu'il est adapté, c'est-à-dire la manière dont l'autre va exprimer son envie, comment l'autre essaye d'allumer la flamme. Si c'est des stimuli qui sont tout le temps monotones, au mauvais moment, qui ne prennent pas compte de la réceptivité de la partenaire, c'est compliqué. Donc, on va peut-être essayer de travailler à amener de la créativité au niveau de ces stimuli. Et puis, vous voyez donc que ce stimuli, si on descend donc juste en dessous, on a les facteurs biologiques et les processus d'information mentale, c'est-à-dire que ça passe au niveau d'un filtre cérébral qui est influencé par plein de facteurs, le vécu, la sexualité, l'éducation, les modèles identificatoires, conscients ou même inconscients, quelle représentation ai-je de la sexualité, et donc ce filtre cérébral va amener à une excitation subjective ou non. Et puis finalement, cette excitation subjective, le problème aussi chez la femme, c'est qu'elle est discrète. Un homme qui est excité, il ne peut pas passer à côté, on va dire que son sexe parle de lui-même. Une femme, malheureusement, peut être excitée sans le savoir, et on peut être lubrifié en étant étonné, parce que finalement, on s'en était pas vraiment rendu compte. Et puis donc, voilà, l'excitation augmente le désir, comme la satisfaction sexuelle, comme l'intimité émotionnelle, et plus les rapports se passent bien qualitativement, plus ce cycle se déroule et est souple. Alors maintenant, la différence entre les deux types de dyspareunie. Donc ces dyspareunies d'intromission, je les reprends, c'est des douleurs donc au bord, à l'introduction d'un doigt, ou d'un spéculum, ou d'un pénis. Et elles peuvent être primaires, c'est-à-dire constitutionnelles, elles ont toujours existé, ou secondaires, et là on va se poser la question de depuis quand. Et rechercher des événements intrusifs quand même, quand c'est depuis quand, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand ça a commencé. Et voilà, en tout cas, même si c'est constitutionnel, on va rechercher des événements qui auraient pu l'influencer, peut-être récents ou moins récents dans les zones intimes, peut-être dans l'intimité, ou peut-être lors d'un examen médical, donc soyons assez larges. Et puis nous avons l'autre entité des dyspareunies profondes, c'est des douleurs plutôt au fond, qui sont parfois positionnelles et qui peuvent être également primaires ou secondaires. Alors parfois on a les deux aussi. Et donc il faut bien avoir conscience que les dyspareunies profondes vont entraîner des dyspareunies d'intromission secondaires par hypertonie réflexe, et que les dyspareunies d'intromission, elles, n'entraînent pas de dyspareunie profonde. Alors si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là, déjà, surtout ne pas nuire. Nos examens gynéco et paracliniques, donc pas que gynéco, paracliniques également, ne doivent pas être traumatisants. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la différence entre ces deux types de dyspareunie, nous allons chercher à examiner notre patiente, mais pouvons-nous l'examiner et pouvons-nous prescrire des examens paracliniques? C'est-à-dire, c'est le vaginisme qui nous fait peur, c'est-à-dire qu'une patiente qui a un vaginisme, on ne va pas pouvoir de toute façon ni l'examiner, ni lui prescrire des examens paracliniques, et parfois ce vaginisme se rapproche un peu de cette dyspareunie primaire d'intromission. Alors du coup, une question qu'on peut quand même poser à ces patientes qui ont des douleurs à l'intromission, c'est: vous est-il possible d'introduire un doigt dans votre vagin, ou avez-vous déjà eu un examen gynécologique et comment ça s'est passé? Et on va en fait en général proposer à ces patientes quand même un examen pour voir un petit peu ce qui se passe. Le proposer bien sûr et pas l'imposer. Et vraiment c'est important quand on passe à l'examen donc de prendre toutes les précautions possibles, c'est-à-dire on ne les fait pas mettre toutes nues, on ne les regarde pas se déshabiller, enfin il y a plein de choses, mais d'observer vraiment globalement son corps, son visage, de l'amener à un bon positionnement, une bonne détente sur la table d'examen. Parfois même, moi, j'ai l'habitude plutôt de venir du côté de sa tête plutôt que m'asseoir entre ses jambes directement, c'est-à-dire de voir déjà, et de me mettre à côté d'elle et de voir, est-ce que vos genoux tombent bien, est-ce que ses genoux tombent bien comme les pages d'un livre, est-ce qu'elle est bien sur la table, comment ça se passe, parce que déjà ce positionnement sur la table d'examen va nous informer. Les patientes qui ont un vaginisme, elles se positionnent tout de suite très mal et elles ont tendance à vraiment laisser les cuisses fermées. Et puis donc, parfois, comme la position est bonne et qu'on peut aller plus loin, on va pouvoir introduire un doigt
et mettre en évidence une contracture réflexe. Et on va demander aux patients de contracter et de relâcher sur le doigt. Est-ce qu'elles savent contracter? Parce qu'en général, quand on sait contracter, on sait faire l'inverse aussi et relâcher. Donc ça, c'est avec toutes les précautions. J'ai déjà des patientes avec un vaginite, quand elles se sont mises sur la table d'examen, j'ai déjà eu des malaises vagales ou des choses comme ça, enfin vagos. En tout cas, ce moment d'installation, il est important, il nous dit déjà beaucoup de choses. Et de toute façon, même dans les examens en général, il faut parler, expliquer, travailler sur la respiration, regarder comment notre patiente respire. Tout ça, c'est pour ancrer, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. On se rend compte qu'il y a des femmes qui ont fait des frottis ou des tests HPV depuis, les frottis depuis 10 ans, et elles savent toujours pas, en fait, elles savent pas à quoi ça sert. Donc, c'est vraiment important d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ça permet d'ancrer aussi la patiente dans la consulte. On est là ici en consultation de gynécologie. Il faut se méfier du coup de ces aspects d'hypervigilance. On ressent de la peur, ou une forme de détachement est aussi à interroger, c'est-à-dire que parfois elles se détachent complètement et là elles sont plus là vraiment, et se méfier du coup de la dissociation sans faire peur du tout, mais c'est toutes des notions qu'il faut quand même avoir en tête. Et ensuite, donc, respecter la non-douleur dans la sexualité, c'est-à-dire comment vous êtes-vous adapté à la situation par rapport à cette douleur, c'est intéressant. Parce que est-ce que du coup, comme ça fait mal à la pénétration, la sexualité extracoïtale a peut-être été valorisée ou pas? Déjà, elle n'est peut-être pas forcément en couple, donc est-ce que vous êtes en couple? C'est aussi une question à poser, parce que parfois elles consultent pour des dyspareunies, mais elles ne sont plus en couple, et ce n'est pas une évidence qu'elles soient en couple. Et puis il y en a qui vont nous dire ça fait mal, mais on continue, ça va bien finir par passer, je serre les dents. Et il y en a d'autres qui vont dire qu'elles favorisent les caresses externes, elles partagent du plaisir ensemble, enfin ils partagent du plaisir ensemble, sans pression, et l'éjaculation a plutôt lieu en général à l'extérieur. En tout cas, donc pour revenir sur cet examen, il est possible, quand il est possible, avec toutes les précautions nécessaires. Donc quand il y a donc des dyspareunies d'intromission, on va pouvoir, grâce à l'examen, voir s'il y a des dyspareunies profondes associées ou non, et on ne peut pas toujours l'évaluer dès la première consultation. Et prendre en charge cette hypertonie musculaire orificielle va pouvoir nous permettre d'évaluer s'il y a des dyspareunies profondes. Alors, quid de l'échographie pelvienne? C'est vrai que l'échographie pelvienne peut avoir un aspect rassurant, même en l'absence de dyspareunie profonde, parce que l'échographie pelvienne n'a aucun intérêt dans une dyspareunie d'intromission. En plus, si elle est primaire, elle est constitutionnelle, il peut y avoir un vaginisme, donc attention. Mais ça peut permettre quand même de voir que tout est normal, de visualiser sur l'écran l'appareil génital qui est parfois pas intégré. Alors je peux subir ou plutôt bénéficier des mêmes examens que les autres femmes. Ça ira si un jour je veux être enceinte. C'est des choses qui peuvent permettre de se construire cette confiance. En tout cas, quand on rééduque par exemple un vaginisme, ça peut être un point d'étape important dans la prise en charge, même sans point d'appel, qui permet de motiver la patiente sur son évolution, de la rassurer, de voir qu'elle chemine et qu'elle avance. Après, c'est différent de faire une échographie pelvienne avec toutes les précautions possibles et d'avoir un rapport sexuel avec pénétration qui va durer je ne sais pas combien de temps et des va-et-vient. Donc c'est vrai que ça peut être un point d'étape important de rassurance dans la prise en charge, par exemple, d'un vaginisme ou d'une dyspareunie d'intromission primaire. En tout cas, attention de bien le préciser sur nos prescriptions. Ne rien prescrire en général sans expliquer. L'examen ne doit pas être non plus traumatisant. Et j'ai dans mes patients des patientes qui ont eu des échographies pelviennes endovaginales alors qu'elles n'avaient pas démarré leur sexualité. Ne pas oublier que l'âge n'est pas un critère pour avoir débuté sa sexualité. L'IRM qu'on fait vraiment dans les dyspareunies profondes, là, quand il n'y a pas de dyspareunie d'intromission, on peut d'ores et déjà et tout de suite, la patiente peut ressortir de la consultation avec... moi, je fais quasiment tout le temps les deux prescriptions en même temps parce que si elles sont douloureuses et que l'échographie pelvienne est normale, de toute façon, il faudra une IRM avec gel de balisage. Et si l'échographie est anormale, de toute façon, il faudra spécifier... donc, quand elles n'ont pas de dyspareunie d'intromission et des dyspareunies profondes, moi, elles ressortent de consultation avec les ordonnances. L'imagerie complémentaire est importante. Après, l'IRM avec gel de balisage, tout ça, il faut être prêt à pouvoir la faire. Elle n'a aucun intérêt dans une dyspareunie d'intromission isolée. Parfois, on a la présence des 5D qui nous amène, qu'on verra après, rechercher de l'endométriose. Mais il faut savoir expliquer et savoir patienter.
mettre la patiente peut-être sous œstroprogestatif ou progestatif en continu. De toute façon, le résultat sera le même si on diagnostique l'endométriose, c'est qu'il faudra proposer d'arrêter les règles. Et voilà, une échographie pelvienne ou l'IRM peut être traumatisante, donc parfois il faut savoir la différer, même quand on a des signes qui nous font évoquer de l'endométriose. Alors, par rapport à la dyspareunie, on va repartir vraiment de l'extérieur, ne pas oublier que nous devons regarder la vulve, s'intéresser à la flore vaginale, mais aussi les muscles périvaginaux et s'écarter vers le bassin osseux et les charnières. S'intéresser aux douleurs génitosexuelles, bon ça on est dedans, mais aussi à la sphère vésico-urinaire et anorectale. Et c'est une zone qui est pleine de veines, de nerfs, et aussi l'état général de notre patiente. Par exemple, on a des patientes anorexiques qui ont un IMC très bas avec des sécheresses, voilà, voir s'il n'y a pas un eczéma, et ça on va revoir les diagnostics. Donc c'est une zone finalement très complexe. Alors les périodes à risque de dyspareunie d'intromission sont le début de la sexualité. Alors Flore, elle a débuté sa sexualité vers l'âge de 24 ans, mais on la débute à tout âge. Donc nous serons plutôt sur des dyspareunies primaires. Et les dyspareunies, par exemple, dans le postpartum, sont fréquentes et au moment de la ménopause. Mais c'est pareil, on peut avoir des insuffisances ovariennes prématurées, des sécheresses ou d'autres traitements qui peuvent assécher pour certains cancers. Donc là, nous serons dans ces deux cas, en tout cas, sur des dyspareunies d'intromission secondaire. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, les dyspareunies d'intromission globale, là, nous devons penser, on l'a dit, vulve, vagin et muscles. Et donc, les étiologies organiques sont plus facilement retrouvées dans les dyspareunies d'intromission qui sont plutôt secondaires. Alors, quelles sont-elles au niveau de la vulve? On peut voir une mycose vulvaire, une dermatose. On a vraiment des patientes adressées pour des mycoses à répétition, des mycoses chroniques, et qui sont finalement, qu'on peut juste traiter, qui arrivent en sexologie, mais c'est parce que ça n'a peut-être pas été bien traité avant. Donc, en tout cas, rechercher des dermatoses. Est-ce qu'il y a un lichen? Est-ce qu'il y a un eczéma? Est-ce qu'il y a un psoriasis? Je pense aussi à l'atrophie vulvo-vaginale ou au sgum. Beaucoup plus rarement au GVH vulvaire, mais ça, en général, elles ont eu des greffes ou elles ont des traitements immunosuppresseurs et le diagnostic, on les recherche déjà de base. Donc, on va parfois faire des tests diagnostiques aux antimycosiques ou aux dermocorticoïdes, utiliser des œstrogènes, des hydratants. Et là, donc, parfois, c'est même d'un avis dermatologique. Nous allons penser vagin, donc mycose vaginale, atrophie vulvo-vaginale. Parfois, on peut avoir des synéchies aussi. Donc, ça, c'est... Et donc là, comme je vous dis, on est plutôt sur des dyspareunies d'intromission secondaire. Une GVH vaginale aussi, on en a parfois. Donc, on va faire un examen clinique avec toutes les précautions dont on a parlé avant. Parfois, un examen cytobactériologique dès le corée. Et parfois, des tests diagnostiques, même si parfois, c'est très contradictoire. Les ECBL rapportent... pas vraiment de diagnostic et parfois les traitements peuvent quand même nous aider. Et en tout cas, voilà, l'examen clinique est donc intéressant pour rechercher tout ça. L'hypertonie donc des muscles, l'hypertonie périnéale est là fréquente à la fois dans les étiologies des dyspareunies d'intromission primaire ou secondaire, réactionnelle ou déjà là initialement. Et donc, quand on peut, on va reproduire à l'examen doucement le symptôme en introduisant le doigt. Est-ce que c'est bien votre douleur, celle-là, que vous ressentez au moment des rapports? Est-ce que cette douleur ressent à cet étirement au niveau des muscles? Et donc ça va nous aider à nous orienter. Toujours s'intéresser au compartiment contigu, parce que l'hypertonie périnéale peut être globale et toucher la sphère urinaire et donner des dysuries ou des troubles rétentionnels. Dyspareunie d'intromission primaire, donc là, je fais un focus sur les primaires. On avait vu le dyspareunie d'intromission globale, les primaires sont plutôt constitutionnelles. Alors, c'est un symptôme fréquent en début de vie sexuelle, la peur des premiers rapports, la tendance à l'hypertonie en début de vie sexuelle, parfois des stimulations externes insuffisantes, une mauvaise connaissance de soi, ou peut-être que le plaisir de la femme n'est pas assez valorisé par la femme elle-même ou par son partenaire, défaut d'information chez les jeunes. En tout cas, il faudra évaluer tout ça. Et donc, quand on peut évaluer le contexte psychorelationnel, donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je suis devant un vaginisme ou pas?
C'est ça un peu la question. Est-ce qu'il faut du coup adresser en sexologie ou est-ce que en gynécologie on va s'en sortir? Je pense que c'est intéressant d'avoir un entretien et d'interroger ce contexte psychorelationnel de sexualité extracoïtale développée. Est-ce que justement c'est une phobie de la pénétration, une phobie de la sexualité en général et pas du tout de plaisir externe ou de choses comme ça? Est-ce que la vision de la sexualité est positive? Est-ce que les douleurs sont modérées? Est-ce qu'il y a déjà eu des violences, des troubles psychologiques ou des souffrances, des peurs? Et en situation d'examen, ça ne veut pas dire l'examen, mais est-ce que l'examen est envisageable? Le rapport à la table d'examen, le positionnement du corps, ça on en a parlé juste avant. Si les voyants sont au vert, on peut juste conseiller à cette patiente qui a des dyspareunies d'intromission primaire, mais sans facteur, on va dire, du tout de gravité, une prise en charge en kinésithérapie périnéale. Tous les voyants sont au vert, donc parfois il y a une méconnaissance du schéma corporel, des muscles périvaginaux, donc on va prescrire des hydratants. Et on va insister sur l'importance de préparer le corps et l'esprit à la pénétration, on peut parler des pénétrations précoces. En tout cas, l'échographie pelvienne n'a pas d'intérêt diagnostique, sauf si on en a parlé avant. Les étiologies organiques sont assez rares parce que si on a parfois, donc c'est très rare, mais on a des hymens charnus, des imperforations hyménéales ou des agénésies vaginales, mais en général, ce sont des vaginismes, il n'y a pas eu de pénétration possible, on n'est pas dans la dyspareunie, on est plutôt vraiment dans le vaginisme. Dyspareunie d'intromission secondaire, donc là, elles sont plus faciles, elles ne sont pas constitutionnelles, elles sont plus facilement organiques, et donc on va traiter l'étiologie organique. On va utiliser des hydratants, des cicatrisants, on va traiter la sécheresse, et donc voilà, et on va y associer de toute façon une prise en charge mécanique. Je pense par exemple à la ménopause ou au postpartum, qui sont des périodes complexes parce que ce sont des périodes au carrefour du somatique et du psychosomatique, parce que la grossesse, le postpartum comme la ménopause sont des événements en vie pas simples et des périodes de sécheresse, on va dire, un peu physiologiques. Et donc, ces passages de sexualité un peu plus difficiles peuvent dynamiter une sexualité antérieurement fragile. En tout cas, si la sexualité antérieure était bien investie, il y a toutes les chances pour que ça évolue positivement. Donc, c'est une période à risque, en tout cas. Voilà, donc c'est important de faire la différence dans ces dyspareunies d'intromission secondaire à tout ce qui est conjoncturel, et ça, ce sera développé par le docteur Leuillet juste après moi. C'est que parfois, ces dyspareunies d'intromission secondaire témoignent de souffrances personnelles ou relationnelles, comme une réaction de défense. Et à quoi ça, il faudra s'y attacher. Donc je vais accélérer un petit peu parce que je pense que je dépasse déjà. Donc les dyspareunies profondes. Donc là, j'ai pas fait primaire ou secondaire. De toute façon, il faut étudier, il faut rechercher l'endométriose pelvienne, ça c'est sûr. Et je vais aller assez vite, écho, IRM, et puis tout ce qu'on peut, avec les 5D, tout ce qu'on peut y associer. Il faut rechercher des pathologies gynécologiques, toujours avec l'échographie et l'IRM. Il faut donc chercher des pathologies urologiques également en s'aidant d'un avis spécialisé s'il y a des symptômes dans la sphère urologique. Pensez aussi douleurs rachidiennes, arthrose, conflit radiculaire. Et aussi colopathie fonctionnelle. Donc les dyspareunies profondes, il faut penser gynéco, uro, digestif, rhumato. Pour revenir à la pénétration, donc on a des, voilà, parfois je fais ce schéma-là aux patientes en leur disant que l'objectif quand même c'est peut-être de cohabiter avec une pénétration qui sera plutôt au moins indifférente et neutre. Et ensuite, parce que quand on rééduque un vaginisme, elles disent ben oui, maintenant ça va bien, mais bon, c'est quand même pas exceptionnel, c'est pas terrible, j'ai pas de plaisir, mais du coup c'est quelque chose qu'on va pouvoir redévelopper après. Donc l'objectif c'est quand même de cohabiter avec une pénétration qui sera plutôt indifférente, neutre ou agréable dans ce type de prise en charge. Alors ça a été cité dans la session précédente, mais il peut y avoir une sensibilisation importante locale, loco-régionale et centrale. Donc on doit amener à une désensibilisation progressive de la peur de la douleur. Et donc la douleur est un mécanisme de défense, réflexe, qui entraîne une contraction musculaire. Et donc le cerveau peut emmagasiner ces douleurs. Donc là, je vous ai mis un exemple de mes ordonnances de kinésithérapie périnéale. Ça a été déjà dit aussi dans la session précédente. C'est qu'en général, j'écris donc prise en charge en rééducation du rachis lombosacré, du tronc, des membres inférieurs et du périnée, rééducation thérapeutique, travail postural global et respiratoire, avec traitement de douleurs ou de troubles complexes, et donc urinaire, gynéco, sexuel, défécatoire, et donc je barre s'il n'y a pas de certains symptômes, et je les développe si ils s'expriment beaucoup en mettant les antécédents.
Donc pour moi, comme vous l'avez vu, la kiné intervient vraiment souvent dans les prises en charge parce qu'il y a quand même toujours une hypertonie finalement musculaire réflexe. Donc le vagin est une porte de communication et donc là après je vais transmettre la parole au docteur Leuillet, porte de la fertilité, de la reproduction, de la féminité, du plaisir, mais il y a aussi un troc au niveau du vagin. Ça va être expliqué juste après. Ce que je n'exprime pas verbalement, c'est mon corps qui peut l'exprimer. Alors qu'est-ce que cette douleur vient nous conter? Nous, en tant que sexologue, on va aller chercher dans l'anamnèse personnelle, familiale, conjugale, histoire de vie. Donc il s'agit de résoudre une énigme, donc on ne quitte pas l'enfance, on la tient tout près de soi. Un outil très dans les dyspareunies, je voulais juste mettre cet outil, j'ai pas le temps de m'attarder dessus, mais qui permet de justement repérer les violences dont n'ont pas conscience certaines, notamment jeunes femmes, comme c'est exprimé ici, mais pas que les jeunes d'ailleurs. Et donc c'est des choses qui s'immiscent au quotidien, d'être contrôlé par l'autre. Voilà, en tout cas, je vous invite il faut rechercher les violences dans les douleurs de manière globale. Et du coup, l'objectif de la sexualité, c'est vraiment le partage du plaisir et pas la pénétration. Et donc, on doit faire une prescription médicale, en tout cas d'interdiction de pénétration, être créatif pour le reste. Il faut expliquer aux patientes, il nous faudra un peu de temps pour éliminer l'organicité. Si le bilan est normal, il faudra rechercher si votre corps a quelque chose à nous dire. Et donc, c'est important quand même de lui demander est-ce que c'est une urgence de devoir régler le symptôme par rapport à l'économie du couple. Et quand c'est vraiment une urgence, c'est que c'est déjà souvent un petit peu trop tard et qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cela. Donc si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Karine, pour cette communication très complète, je trouve, sur la partie organique, effectivement psychologique et émotionnelle. On fera une synthèse après. Donc, on va enchaîner avec, effectivement, Patrick Leuillet, gynécologue, sexologue, clinicien, sexothérapeute, directeur d'enseignement du diplôme interuniversitaire de sexologie à l'université d'Amiens-Picardie, Jules Verne. C'est dans la tête quand la dyspareunie est rebelle au traitement. Et ça, c'est un sujet qui, moi, me touchait beaucoup parce que je ne sais pas, vous, je vais faire un petit sondage d'une seconde. Combien de personnes ici, de professionnels, a reçu des patientes qui viennent vous voir un peu en forme de dernier recours en vous disant... Enfin, en synthétisant et en vous disant, finalement, on m'a dit que c'était dans la tête. Est-ce que cette expression, vous l'avez combien de fois? Ouais. Non, c'est vraiment extrêmement fréquent. Et moi, ça m'agace assez qu'on commence à une prise en charge en commençant tout de suite, c'est dans la tête, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en tout cas, je laisse Patrick nous éclairer.
peu succinct. Tout d'abord, les problématiques psychosexuelles. Toutes ces femmes qui vont être dans un lourd contentieux relationnel personnel. Ça veut dire quoi? Une éducation parentale non permissive, non valorisante, sans compter parfois, on peut dire une éducation perverse. Une orthodoxie religieuse stricte qui peut se rajouter à cette éducation parentale. La question de l'angoisse, bon, bien sûr, comme tout le monde, la question de l'angoisse existentielle, mais surtout, combien de fois on retrouve dans les dyspareunies et les pathologies féminines toutes ces femmes qui sont dans une problématique gynécologique personnelle, on pourrait dire, allez, antécédents d'infertilité, contexte d'infertilité, la question de la ménopause, tout ce qui est lié à la gravidopuerpéralité, c'est-à-dire les grossesses, les accouchements, les fausses couches et les IVG. Tout ça, il ne faut jamais oublier, sont des éléments très marquants dans la vie d'une femme. Et également, toutes ces problématiques gynécologiques, familiales, maternelles qui sont transmises, qui ne peuvent pas ne pas interpeller, si vous voulez, la femme. Bien sûr qu'il peut y avoir des traumatismes passés, abus sexuels, maltraitance, violence, etc. N'oublions pas également l'insatisfaction sexuelle, que ce soit par sécheresse, dysfonction masculine, manque de savoir du partenaire masculin, incompétence sexuelle, etc. Et ça a été dit tout à l'heure à juste titre également par Karine. N'oublions jamais également, dans le cadre, si vous voulez, très spécifique des dyspareunies, mais là primaire, on peut avoir certaines femmes qui sont dans un reliquat, une forme évolutive de vaginisme. C'est-à-dire que ce sont de vrais vaginiques, avec la psychopatho de la vaginique, si vous voulez. On pourrait passer à côté dans la prise en charge, c'est-à-dire ce sont des dyspareuniques primaires, ce sont des femmes qui ont fini par, à un moment donné, au bout de 6 mois, plutôt 1 an et demi, elles ont fini avec un partenaire masculin suffisamment attentif, si vous voulez, et patient, à être pénétrées, à avoir mal tout le temps, même à la limite, elles ne savent pas tellement bien comment elles ont pu être pénétrées, mais elles l'ont été pénétrées, mais bien sûr avec une douleur constante. Donc il y a un petit pourcentage de dyspareuniques primaires qu'il ne faut jamais oublier, qui sont de vrais vaginiques, et à prendre en charge indiscutablement, si vous voulez, comme de vrais vaginiques au niveau de la psychopathologie. Et ça fait mal, bien sûr, parce qu'elle a peur. Alors, les conflits conjugaux et ou relationnels, globalement, 2 choses. Vous avez tous ces cas où le conjoint est consciemment mal accepté. Tous ces problèmes de communication, combien de fois on retrouve ça en consultation de sexo, etc. Bien sûr qu'il peut y avoir des troubles sexuels masculins, une éjaculation prématurée, la non prise en compte des besoins féminins, etc. Mais souvent également, dans la partie immergée de l'iceberg, tous ces conflits beaucoup plus profonds qu'on n'aborde pas assez souvent en sexologie, je pense, si vous voulez, sauf quand vraiment on est dans la clinique un peu fine, c'est combien de femmes, elles vont claquer la porte. Pourquoi? Parce que d'abord, les problèmes d'argent sont constants dans le couple, et on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants, on n'est pas respecté par la belle famille ou sa famille, etc. Toutes ces choses, plus dans la partie immergée, dont on ne parle pas, qui sont dissimulées, etc., alors qu'en fait, elles règlent leur compte justement à l'intérieur du rapport sexuel. Après, le conjoint, bien sûr, peut être inconsciemment réfuté. Souvent, ce sont des femmes mal, si vous voulez, affirmées ou peu affirmées au niveau psycho, etc. Il est plus facile de dire « je vous apprends rien, j'ai mal et je ne
te remercie beaucoup, Patrick. Passionnant, hein, comme souvent d'ailleurs avec Patrick. Là, c'était super, super bien. On fera le point tout à l'heure. Donc, on va enchaîner avec J'ai mal au couple. C'est une bonne transition avec Patrick. Le docteur Philippe Breneau est psychiatre, anthropologue, directeur des enseignements de sexologie à Paris. Et je te laisse la parole. Comment tu fais pour appuyer sur le bouton? Ah, pardon. Merci beaucoup. Voilà, on m'avait demandé de vous parler du couple, mais je ne vais pas vous parler de couple. Parce que Patrick vient très bien d'évoquer beaucoup de choses que j'aurais pu dire. Et vraiment, Patrick, de façon très sensible, c'est très clair. On a vu avec Karine et toute cette clinique qui nous occupe tous. Hein. Moi, je suis psychiatre, je fais essentiellement des thérapies de couple, que ce soit qu'on soit gynéco, psychologue, kiné, ainsi de suite. On est touché par ça. La dimension psychologique, bien entendu. La dimension du couple, je le dirai en conclusion, mais elle est évidente. Regardez, je me suis mis tout à l'heure en écoutant Patrick, une phrase que j'ai entendue plein de fois d'un patient, cet homme qui dit « Je ne comprends pas pourquoi elle a mal, c'est un orifice qui est fait pour ». Oui, alors on en rit un petit peu, ça je l'ai entendu il y a 10, il y a 20 ans, aujourd'hui ça se dirait presque plus. Vous comprenez? C'est là que les mentalités en plus ont changé, mais ces mentalités, elles font aussi que je ne vais pas pouvoir vous dire ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire des choses très dures sur ce qu'est la dyspareunie. Alors je vais prendre du recul pour vous faire réfléchir au sens général des dyspareunies, avec le recul de ma première casquette d'anthropologue. On va essayer de voir qu'est-ce que ça peut être que deux termes, tenez, pour ceux qui écrivent réceptivité, disponibilité. À l'origine de l'humain, les Écritures nous disent souvent qu'il y a le couple. Bon, ça c'est ce qu'on dit. À l'origine, il y avait un ordre animal dont je vais vous parler pendant quelques minutes. Et pas du tout vous allez vous dire qu'est-ce qu'ils me racontent avec les singes. Il y a eu une époque où je consultais, où le matin, je travaillais avec des singes et l'après-midi, je faisais des thérapies avec des humains. Et j'ai trouvé pas mal de grands primates plus hominisés que certains de nos contemporains. Non, c'est une réalité. Vous allez voir ce recul, c'est tout simplement pour nous faire comprendre, parce que ça, on ne nous l'a jamais dit en médecine, en psycho, pour nous faire comprendre ce qu'est la disponibilité et ce qu'est surtout la réceptivité. Alors, à l'origine, ce n'est pas le couple dont on a parlé, on est un groupe étendu. Là, je vous ai mis, je ne dis pas une famille de chimpanzés, puisqu'il n'y a pas de famille, hein, mais nous étions, il y a 4 à 5 millions d'années, nous étions primates. C'est-à-dire que nous ne venons pas des chimpanzés, mais nous avons des ancêtres communs, il y a 8 millions d'années. Okay, et puis on a divergé ensuite. Mais vous allez comprendre, parce que si on comprend comment on était il y a 4 millions d'années, pourquoi on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. C'est ce recul que je voudrais vous... Comment ça a pu se faire comme ça. Ce groupe, les mâles et les femelles sont séparés. Les femelles sont avec les petits, les mâles ont leur vie d'électrons libres, ok. Mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer si vous voulez dans des discussions, puis certains le savent, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Mais il n'y a pas de couple ni de famille. Ah si, pardon, j'ai oublié. On en trouve chez l'éléphant et chez les singes, ou ça, dans les livres pour enfants. Non, mais le problème, c'est que vous ne savez pas qu'à notre origine, chez les mammifères, il ne peut pas y avoir de couple. Pour une raison pour gynéco. C'est tout simplement du fait de la grossesse cachée intra-utérine, il est impossible de connaître la paternité. Lorsqu'il y a une période d'œstrus, chez chimpanzé, il va y avoir une 50aine d'accouplements pendant une dizaine de jours. Qui est le père? C'est l'énigme. Regardez toute la littérature. Dark Vador, je suis ton père. Toute la littérature, mais si vous y réfléchissez, la mère n'est pas une énigme, jamais. Or, c'est le problème de la paternité qui va donner les contraintes que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Mais il n'y a pas de viol et il n'y a pas d'inceste. Ça n'existe pas. Tout simplement, une chose extraordinaire, il y a une exogamie des petites femelles à la puberté qui va vivre dans un autre groupe, c'est-à-dire qu'elle ne rencontrera jamais son père ou ses frères. Exogamie.
ce qui existe toujours dans certaines sociétés traditionnelles ensuite. Mais il n'y a pas de viol. Et l'observation, on a montré qu'il n'y a absolument pas de viol, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais il n'y a aucune violence sexuelle. Il y a de la violence intrasexe, c'est-à-dire que les mâles vont bagarrer entre eux, vont se tuent pas, hein, il n'y a pas les meurtres comme on peut avoir dans l'humanité. Mais ils vont se bagarrer pour devenir dominants, pour l'accès aux femelles, pour l'accès à la nourriture. De l'autre côté, les femelles vont être extrêmement jalouses entre elles et très violentes, d'accord, parce que la dominance, c'est une société matrilinéaire, on est l'enfant de sa mère et on a le rang de sa mère. C'est-à-dire les petites guenons ou les petits chimpanzés, ils ont le rang d'une femelle dominante, par exemple, plus que ceux de... Voilà. Mais il n'y a pas de violence intersexe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couple. Le problème de l'humanité, c'est quand on va résoudre l'énigme de la paternité par le mariage, c'est-à-dire qu'on enferme une femme pour être certain de la filiation, à ce moment-là, surtout dans nos civilisations aujourd'hui, ce qui n'est pas la tradition. Dans la tradition, vous aviez toujours le gynécée avec des femmes qui protègent les femmes. Depuis une ou deux générations, par exemple en France aujourd'hui, c'est la première fois depuis le début de l'humanité où un homme et une femme sont en face l'un de l'autre, sans espace tampon. Il n'y a pas la belle-mère, il n'y a pas... Nos arrière-grands-parents, il y avait toujours plusieurs générations entre eux. Les femmes pouvaient être protégées. Aujourd'hui, pourquoi y a-t-il autant de conflits, autant de séparations? C'est parce qu'un homme et une femme sont en face l'un de l'autre. Je parle là de couples de sexes différents. Mais, très important, on est au début de l'humanité. Ni couple, ni famille, ni inceste, ni viol. Pas de violence entre mâles et femelles, puisqu'il n'y a pas de couple. Et il y a quelque chose de très particulier, qui est la réceptivité. C'est-à-dire que les femelles sont réceptives pendant le temps des chaleurs. C'est comme, je dis chaleur, ça s'appelle l'œstrus, qui va disparaître dans l'humanité. Pendant cette période-là, il n'y a aucun problème. Et c'est à l'opposé de l'humanité, c'est toujours la femelle qui dit au mâle d'approcher, et jamais l'inverse. Parce qu'elle est réceptive, vous savez, elle a ces grandes callosités qui excitent les mâles, et là, ils peuvent être en érection, mais en dehors des chaleurs, aucun mâle ne se pointe avec sa petite érection. Ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de viol, puisqu'elle ne peut pas être pénétrable. C'est sous influence hormonale, pendant la période des chaleurs, vous savez pour les animaux domestiques, que la femelle est pénétrable. Mais en dehors, comment voulez-vous? Et comme c'est le signal de cette vulve gonflée qui excite et qui amène l'érection, le mec, il ne se pointe pas. C'est-à-dire qu'en définitive, vous avez une réceptivité qui se fait à certains moments, mais la réceptivité, d'une certaine façon, la disponibilité, elles sont confondues. Ou plutôt, c'est les femelles qui leur disent approche ou approche pas, mais elles sont tout le temps réceptives dans cette période. Le problème qu'on va avoir avec l'humanité, c'est que l'œstrus disparaît. Les femelles sont réceptives en permanence, par quelques jours dans le cycle, mais une femme peut être fécondée à peu près tout le temps dans l'année. C'est que la disponibilité n'est pas perceptible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe extérieur de disponibilité avant. Il y a un petit signe qui est « hop, là, je suis approchable ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, il va y avoir des ambiguïtés et des ambivalences. Ambiguïté avec le partenaire, qui ne sait pas les signes, mais je ne les défends pas, il n'a qu'à apprendre les signes. Et ambiguïté ou ambivalence avec une femme qui ne va pas refuser, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels. Alors on est dans les dyspareunies, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels, mais j'ai pas envie d'avoir mal. Mais d'un autre côté, c'est une part de moi, enfin c'est moi qui parle, hein, c'est une part de moi qui a des raisons de freiner ou de les refuser pour tout un tas de raisons relationnelles par exemple, mais j'ai envie d'avoir des rapports parce que j'ai pas envie qu'on se sépare et qu'on s'éloigne. Et ces ambiguïtés donc internes ou relationnelles vont faire la difficulté de ce type de trouble. Je reviens sur mon sujet, rapidement. De cet ordre primate à l'ordre humain, comment on peut s'interroger, comment... Et puis, Rosa, tu me dis quand même du temps, parce que moi... comment on est passé de ce paradis primate, hein, pas de viol, pas d'inceste, c'est France Deval, vous savez, le grand spécialiste des bonobos qui le dit, mais comment on est passé de ce monde dans lequel il n'y a pas de féminicide, puisqu'il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de violence entre mâles et femelles. À cette humanité où il y a des guerres, où on se tue, où une femme meurt tous les 3 jours,
Bon, ce que j'avais appelé, dans un livre que j'ai écrit en 2008, qui s'appelait « Les violences ordinaires des hommes envers les femmes », j'avais appelé ça « la planète de la violence ». Eh bien, on y est passé par la domination masculine. Elle est venue d'une seule chose, c'est le jour où les mâles dans l'espèce humaine comprennent qu'ils sont pour quelque chose dans l'enfantement. Auparavant, c'est matrilinéaire, comme chez chimpanzé dont on vient de parler. À ce moment-là, la question va être résolue dans toutes les sociétés, ou plutôt dans un tronc commun, sûrement au départ, par l'instauration d'un outil particulier qui est le mariage. Et le mariage résout, ceux qui écrivent cette phrase, elle est fondamentale, le mariage résout l'énigme de la filiation. À partir de là, ça résout l'énigme. C'est que l'enfant appartient au père, bien entendu. Dans toutes les sociétés, l'enfant appartient au père. Donc on va se trouver, vous voyez, dans une évolution dans l'humanité qui fait qu'à un moment donné, l'outil de la domination masculine, c'est le mariage. J'ai jamais vu un mariage traditionnel où c'est... Ah oui, pardon. L'année dernière, je vois un film formidable, traditionnel de mariage berbère, dans lequel la femme est préparée pendant 8 jours. Vous savez, c'est formidable, c'est très beau. Elle est enveloppée, on dirait un gros bonbon, c'est magnifique. L'homme arrive avec une simple djellaba et on la lui offre comme un cadeau, il va la défaire. Vous avez vu l'inverse, un homme qui est préparé pour être offert à une femme? Le mariage est le seul outil de la domination masculine. Il me reste 2 minutes. Non, j'avance très vite. Cet ordre humain de domination ordinaire des hommes envers les femmes, ça va impliquer quelque chose de terrible, que j'ai appelé la libre circulation du pénis dans les parties génitales de son choix. Là, j'insiste, lisez un livre, pour ceux qui aiment la littérature. Shorter, j'oublie son nom, c'est un historien des mentalités américain qui a écrit sur l'évolution en Europe. Ça s'appelle « Le corps de la femme ». Vous le trouvez dans un libraire d'anciens. Ça vous montre de quelle façon, en Europe, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, le corps des femmes est le lieu de passage de pénis, d'armes. C'est terrible. Un homme sur 2 en France, au Moyen-Âge, a participé à un viol collectif. C'est l'état normal des choses. Libre circulation du pénis dans les parties génitales de son choix. En réaction, dans toutes les cultures, eh bien, il y a des systèmes de défense qui se sont mis en jeu. Répulsion, tension des adducteurs, le vaginisme. On oublie de dire le vaginisme est une défense contre le viol. Symbolique, tout ce que vous voulez. Après, je ne nie pas, je suis médecin comme beaucoup d'entre vous, c'est évident qu'il y a des facteurs infectieux, des tas de facteurs autres. On sait combien, Patrick vient de le dire, ils sont mis en jeu par les problèmes relationnels ou autres. On le sait, c'est complexe, mais toute cette chaîne, c'est une chaîne de défense, notamment des adducteurs de défense contre le viol. Et des symptômes résultent de ces confrontations non désirées, douleurs, brûlures, dyspareunie. La dyspareunie, si on y vient, est une douleur ressentie avant ou pendant les rapports. La cause essentielle, quelle qu'elle soit, c'est la sécheresse vaginale. D'accord? C'est une cause générale. Ça veut dire que c'est un vagin qui n'est pas préparé à la pénétration. On serait, chez primates, chez chimpanzés, c'est pas possible, puisqu'on ne s'accouple que lorsque la vulve est prête. C'est pas possible. Donc, dans l'humanité, si ce n'est pas préparé, eh bien, solution, il n'y en a qu'une. Je vous le mets, c'est une solution thérapeutique, pas de pénétration. Hein, c'est ce que j'enseigne, comme nous tous, à nos étudiants, et on vous l'enseigne. On va demander au couple, pas éviction des rapports sexuels, on dit. Non, je dis pas de pénétration. Alors, vous avez des résistances. Combien de fois j'ai dit à ce moment-là, il y a un homme qui dit, mais enfin, quand même, on ne va pas arrêter de faire l'amour. Voilà ce que je lui dis. Mais souvent, les hommes... Alors, c'est très facile, ma position de thérapeute homme. Hein. Je suis d'accord. Parce que pour les femmes, c'est pas simple. Où il se dit, qu'est-ce que c'est que ces 2 femmes qui se liguent contre moi? Ma position, il va passer un mauvais quart d'heure. Il va passer un très mauvais quart d'heure. Même si on est devant son épouse, je vais lui demander, vous avez déjà été pénétré? Alors, en grande majorité, dans le cisgenre hétérosexuel, mais il y a beaucoup... non. Parce que notre ami, je
j'oublie son nom, un ami sexologue avait défini à l'époque l'hétérosexualité contre une sorte de défense contre l'homosexualité. C'est vrai que c'est très construit comme ça. Eh bien, il est là, mais je lui dis, mais même, regardez tout simplement, le réflexe, un médecin qui vous fait ouvrir la bouche, qui est pénétré quelque part. Et vous voyez bien cette répulsion. Et c'est très intéressant de parler avec ces hommes de ce que peut être la pénétration dans son corps, quelque chose qu'il n'a jamais imaginé. Là, souvent, il y a une porte d'entrée pour quelques séances où on en parle plus tranquillement. Avec mon ami Serge Wunsch, quand on a fait un travail en 2012 sur 3400 femmes, c'est quelque chose qui s'appelle « Les femmes, le sexe et l'amour », ça vous pouvez le trouver, et souvent c'est le questionnaire sur 180 questions. On n'a absolument pas parlé ni de viol, inceste, violence sexuelle, c'est jamais mentionné. Dans le verbatim des réponses, il y a 18% qui en ont parlé. Ça veut dire qu'il y en a forcément plus. 18% qui ont parlé de viol, d'inceste, d'agression sexuelle. C'est-à-dire que dans une population générale, 3400 femmes au hasard, il y a au moins 20-25% de femmes qui l'ont vécu. Alors on avait un autre indice. À la 180e question, c'est-à-dire après avoir répondu à tout un tas de choses, on a posé une question sur ce qu'on a appelé les émotions négatives intenses. Avez-vous vécu dans l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte une ou plusieurs émotions négatives intenses? Peur, douleur, dégoût, honte, culpabilité dans un moment d'intimité sexuelle? Oui, 48,8%. C'est-à-dire une femme sur deux dit « Oui, j'ai vécu un moment d'émotions négatives intenses ». On l'a fait sur les hommes, après on n'est même pas à 3%, on est à 4%. Enfin, ça n'existe pas. On a la même chose qui a été fait au niveau des dyspareunies. Il y a plusieurs travaux qui l'ont montré. Si vous avez parlé de la proportion, et même si on parle tout simplement du rapport, même pas contraint, rapport difficile ou douloureux, lorsqu'on baisse un petit peu les... Là, il y a plus de la moitié des femmes qui disent « Oui, j'ai eu un peu mal de temps en temps ». Et on prend l'échelle masculine, on n'est pas à 2%. C'est-à-dire, et là, il faut insister sur l'asymétrie. Quand je vois les couples, je vais parler d'asymétrie. Nos vécus sont tellement différents. Et après, l'anticipation de la douleur, tout ce dont on a parlé. Ça va? C'est fini? Bientôt. D'accord. Alors, je termine sur le couple moi, ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai mis ça? Dans les langues africaines, et surtout les langues bantoues, il y a deux possessifs, deux natures du possessif. Alors, comme chez nous, on peut dire, ça c'est mon papier, c'est mon ordinateur. C'est-à-dire, le possessif se marque par un pronom possessif. Et puis, il y a ce qui est beaucoup plus proche de moi, qui est intime, qui est corporel, qui est affectif. Ben, ça, c'est la veste moi. Ça se dit différemment. C'est les sous-vêtements, c'est le soutien-gorge moi. Ça fait partie du moi. C'est-à-dire, ce sont des enveloppes du moi. Ça rappelle un peu le moi-peau de Didier Anzieux. Et moi, je dirais, s'il est une protection conjugale, eh bien, c'est le couple. Le couple est souvent vécu, d'ailleurs, comme une sorte d'enveloppe. Enveloppe corporelle protectrice, parce que très souvent, et même si c'est un archétype, mais il mettra longtemps à s'atténuer, pour beaucoup de femmes, le couple et le conjoint, c'est un protecteur. C'est une protection. Cuirasse, carapace, que l'on veut à l'épreuve de l'extérieur. Ce en quoi cette enveloppe peut être vraiment qualifiée de couple-moi. C'est à la surface du couple que l'on souffre. D'ailleurs, regardez, on a de la souffrance, on a des corpuscules de sensibilité à la surface, pas en profondeur. Au cours d'une opération, on va profondément, il n'y a pas de sensibilité. C'est-à-dire, c'est à la surface du couple que l'on souffre, c'est-à-dire lorsque l'idéal conjugal est menacé, lorsque le couple est attaqué, d'autant plus s'il est attaqué de l'intérieur, parce que le conjoint devient, sinon un agresseur, du moins c'est par lui que vient la douleur. C'est ainsi que peuvent s'entendre les dyspareunies, à mon avis, à la fois douleur en profondeur, mais aussi à la surface de ce couple-moi. Et je termine simplement en disant les raisons pour lesquelles le couple est si facilement menacé par des signaux d'alerte, c'est toujours la même chose. Et je vais vous donner un truc que je donne chaque fois que je vois un couple.
je les vois d'une façon particulière, l'un, puis l'autre, puis ensemble. Et dans ce temps ensemble, je dis, vous m'avez parlé de votre histoire, il y a toujours besoin de regonflage narcissique du couple. C'est-à-dire, très souvent, à moins que l'histoire soit pas du tout comme ça, et je ne vais pas le dire, mais dans beaucoup de cas, je vais dire, écoutez, oui, parce que conditions autres, puisque je vois essentiellement des couples, il y a 30 ans, c'était pas du tout comme ça. Aujourd'hui, les couples que nous voyons n'ont pas de psychopathologie, c'est rare. On ne voit pas un pervers parce qu'il ne vient pas. Ce sont des gens comme vous et moi qui sont très mal, qui sont intelligents, qui ont réfléchi. Eh bien, le lien commun, il n'y en a qu'un, c'est qu'ils ont un sentiment amoureux. Sinon, ils ne seraient pas là. Ils ont un lien, ils ne peuvent pas se séparer. Alors je leur dis, écoutez, franchement, j'ai écouté vos deux histoires, c'est compliqué. Vous ne faites plus l'amour depuis 2 ans, depuis 10 ans, c'est la majorité des choses qu'on entend, ok. Par contre, je le trouve formidable, votre couple, parce que dans des conditions comme ça, continuez, parce que vous avez un lien, rien que ça, va les amener à pouvoir réfléchir. Ils disent d'ailleurs, on a réfléchi très différemment. Il est formidable, votre couple. Par contre, je vais vous dire moi je sais ce qu'il a. C'est que, alors que ce soit la dyspareunie, que ce soit n'importe quel autre symptôme ou un symptôme individuel, vous pouvez l'écrire et utiliser cette phrase. Vos difficultés viennent que les conditions de l'amour ne sont pas réunies. Alors on va réfléchir ensemble pour que les conditions de l'amour soient plus réunies. Et dans les conditions de l'amour, il va y avoir le fait que si cette femme est dyspareunique, il y a des histoires, il peut y avoir des histoires dans sa vie génitale, antérieure, et qui n'a rien à voir avec le partenaire. Il peut y avoir des choses avec le partenaire. Rien n'est pareil, il n'y a plus de séduction, tout ce qu'on veut. Eh bien, on va essayer de trouver les conditions. À ce moment-là, peut-être que ce vagin sera plus souple. Alors que quand ils viennent, tout s'est inversé. C'est-à-dire, ce vagin, il est dur, mais en face, le symptôme, vous savez qu'on n'a que des symptômes en miroir, le pénis, il devient mou. Et je vous remercie de mon attention. Merci beaucoup Philippe, tu es vraiment, en plus du contenu, mais tu es un narrateur extraordinaire. Alors là, on est subjugué comme d'habitude. Alors vraiment, je crois que pour revenir, ça m'a fait penser au tout début pour construire cette journée avec Karine. On voulait vraiment, je pense que c'est important, on a passé beaucoup de communication sur la partie organique, la partie psychologique, et on avait trouvé, Karine, et puis la société le veut aussi, qu'on passait peu de temps à parler autour des émotions et des problématiques de la gestion émotionnelle, de notre intelligence émotionnelle. Je crois que ce matin, franchement, là, on a de quoi dire là-dessus. Et de toute façon, notre société actuelle nous met face à des problématiques émotionnelles importantes. Donc ça, c'était important. Et je pense que, du coup, le non-verbal devient bien supérieur au verbal. Dans ce sens, tu l'as très bien dit, Karine. Moi, je trouve que c'est essentiel. Et je pense qu'on verra cet après-midi. Mais ça pourrait nous éviter des ennuis. C'est prendre ce temps d'observer. Et cet après-midi aussi, on verra à quel point on est des détectives par rapport justement aux violences dont on va aborder cet après-midi. Mais on a plusieurs casquettes dans notre fonction. Et une est d'être extrêmement observateur, d'analyser et d'évaluer ce qui se passe et d'aller au-delà que le simple examen clinique ou paraclinique, les résultats ou une recherche psychologique, enfin des facteurs psychologiques. Il faut aller au-delà et de voir quel type d'émotions ils sont là. Et je pense que souvent, enfin, en tout cas, alors j'ai peut-être la poisse, beaucoup de patientes sont en colère. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de colère chez nos patientes qui souffrent, quel que soit le type de douleur, d'ailleurs. Je crois que c'est une dimension importante. Après, effectivement, l'histoire du détective, et là, je reviens à Patrick. Moi, cette histoire excellente. Écoute-moi, le mot de passe. Franchement, personnellement, j'avais mis ce truc. Mais là, mot de passe, pour moi, ça a vraiment été révélateur des problématiques, que le symptôme soit un mot de passe. Je crois qu'il y a des mots-clés qu'il faut avoir, et ce vagin, lieu de transaction. Là, alors là, tu nous as mis, enfin, moi, je pense que, en tout cas, moi, tu m'as mis des évidences, enfin, des mots, des évidences sur des choses qu'on vit tous les jours et qui sont importantes à mettre en avant et à réfléchir dessus. La femme enfermée, ça, c'était vraiment quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Et puis après, effectivement, les explications de Philippe, mais que je connaissais, parce que tu nous l'as déjà raconté sur la paternité
était une énigme aussi. Hein. Vous voyez ce côté détective, enfin, vraiment qui va être à l'origine, enfin, d'aller chercher de l'information. De toute façon, être professionnel en santé sexuelle, c'est d'aller vers. Moi, je dis, c'est toujours aller à la pêche. On ne peut pas rester comme ça, attendre que ça vienne vers nous. C'est impossible. Alors là, on va passer à côté de plein de choses et on le verra cet après-midi. Mais je crois que notre rôle est avant tout d'aller chercher l'information, d'analyser, d'évaluer, et pas que être juste, voilà, petit 1, petit 2, conclusion, on a pris ça, on regarde, on examine, et puis il faut aller au-delà et surtout de vraiment interpréter beaucoup de choses. Voilà, ça c'était vraiment la partie un peu synthétique. Alors maintenant, je vais laisser à la salle, avez-vous des questions? Profitez de nos excellents experts. Je voulais justement... demander à Karine si, voilà, l'étiologie herpès récurrent, en fait, dans les mycoses, très souvent, c'est plutôt l'herpès, mais le traitement est un peu différent parce qu'en donnant un peu de valacyclovir, on peut considérablement améliorer une certaine partie des dyspareunies de cette manière-là, sur des périodes de 6 mois, 1 an. Tout à fait. C'est vrai que j'ai pas cité le... Je pense pas l'avoir cité dans les... Il n'y était pas. Oui. Merci de cet ajout. Après, souvent, c'est des patientes... elles connaissent en général... Enfin, c'est des patientes souvent... plutôt qui ont fait une primo-infection, qui est peut-être passée inaperçue. C'est que ce n'est pas détectable dans les PV, donc ignoré, parce que sur le PV, il y a marqué candidat, mais il n'y a pas marqué herpès. Donc, mais pourtant, quand on les écoute, une candidose qui arrive comme ça, de but en blanc, plutôt d'ailleurs après une petite période de stress, de fatigue psychique et physique, la candidose, c'est juste le symptôme apparent, mais la résurgence en fait qui est dans les nerfs de la sensation douloureuse, elle est présente, quoi. Donc le valacyclovir, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. C'est le docteur Bobot qui militait un peu pour ça. Et essayer le valacyclovir dans cette indication, ça donne de bons résultats. Et vous faites un test diagnostic de... J'en ai pas, parce mois, qu'en fait ah oui, le test diagnostic, oui. Parce que c'est ça, c'est que nos prélèvements nous disent pas toujours tout. Enfin, ils peuvent, quand ils sont négatifs, ça veut pas dire... quand ils sont positifs, ils nous informent bien, mais en restant négatifs, parfois il y a quand même ce qu'on recherche. Et du coup, c'est vrai que ma question, ce serait, parce que je pratique pas souvent de mettre sous traitement antiherpétique, ou sauf quand elles expriment des récurrences, ça c'est vrai. Mais du coup, le test diagnostic pourrait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Exactement. De toute façon, normalement, c'est au long cours, c'est 6 mois. Mais... Oui, exactement, voilà. Et souvent, il y en a pas mal qui perçoivent des améliorations et ça donne de bons résultats sur des patientes qui ont un parcours comme ça de PV. Elles amènent un paquet de PV comme ça où il y a marqué candidat. Elles ont essayé tous les traitements anticandidosiques et probiotiques de la Terre sans résultat, quoi. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des traitements antimycosiques sans jamais avoir eu de mycose non plus. Ça revient à la remarque de Karine et de Patrick, de ces gens qui se trouvent avec des prises d'ovules à répétition, en tout cas moi j'en ai énormément, sans avoir la preuve d'avoir une infection. Donc c'est un peu trop facile. En plus, ça leur entraîne un dessèchement et ça leur flingue la flore. On est dans quelque chose qui après va pousser même vers la vaginose. Mais enfin, des réflexes de forcément... Il y a un champignon, quoi. Il y a quelque chose. Et en plus, sans avoir cette consultation où quand même... on écoute la personne et son symptôme. Donc, il y a quelque chose d'assez automatique, je trouve assez un peu limite des fois. En tout cas, juste quelques jours d'éconazole peuvent négativer un prélèvement déjà aussi. Et parfois, le test, on fait le traitement en test diagnostic aussi. Et pendant 1 mois, par exemple, et on va plutôt les traiter par voie orale pour les mycoses, justement comme elles sont potentiellement récidivantes, ce sera plutôt un traitement par voie orale et juste renforcer la flore localement. C'est vrai que tout le temps aller y mettre, c'est vrai que symboliquement c'est compliqué, voilà, aussi. Hein. La symbolique de tout le temps mettre des traitements dans le vagin, c'est vrai que... Là, on est bien d'accord, il y aura un facteur émotionnel. Il y a quelque chose qui est compliqué. Après, parfois, elles peuvent l'envisager dans le sens de prendre soin d'eux, mais souvent, ce n'est pas les ovules antimycosiques prendre soin d'eux, c'est plutôt des petits traitements hydratants ou des choses comme ça. On va laisser la parole à Pierre. Voilà, je parle en tant que président de l'AIUS. Enfin, il faut rappeler des bases. Vos exposés étaient excellents, mais vous êtes déjà des référents, des experts. Il faut rappeler qu'avoir une dyspareunie, ce n'est pas normal.
première chose, comme avoir une naissance érectile de façon prématurée, c'est-à-dire en gros avant 70 ans, ce n'est pas normal d'avoir une dyspareunie. Donc quand vous avez une dyspareunie, c'est qu'il y a un problème médical, et donc il faut voir un petit peu ce qui se passe. Première chose. Deuxièmement, je veux dire, c'est un symptôme. Alors n'oubliez pas la sémantique, un symptôme c'est de l'interrogatoire. Un signe, on le voit. Donc si vous ne posez pas la question, si vous n'êtes pas proactif, on ne peut pas le savoir. Toutes les enquêtes dans le monde entier montrent que les patients et patientes attendent que ce soit le professionnel de santé qui en parle le premier, qui l'aborde le premier, dans toutes les pathologies. Ça, c'est des choses qu'on voit de partout. Colère, et j'ai retenu ce mot de colère, tu as raison, parce que en fait, toutes les enquêtes montrent également qu'en fait, l'ampleur des besoins et des demandes non satisfaites dans le domaine de la santé sexuelle, ça concerne des millions de Français. Je dis bien des millions, d'accord ? 20 millions de baillis chroniques, 5 millions de personnes handicapées, 5 millions de gens, des aînés, comme on dit, ou les seniors. Donc vraiment, ça concerne des populations. Prenons simplement les femmes ménopausées, dont on s'occupe peu. Ça représente des millions et elles vont vivre pendant 30 à 40 ans. Donc vous voyez, vraiment, c'est un vrai problème de santé publique. Et cinquièmement, il ne faut même pas oublier, ça vous l'avez bien dit, Karine et Patrick, la santé sexuelle, ce n'est pas n'importe quoi. Donc ça se voit à l'interrogatoire, c'est un marqueur de bien-être et de qualité de vie, ok ? Mais c'est aussi un marqueur de santé non sexuelle. Et ça, c'est une chose qu'on commence à savoir depuis quelques années. Autrement dit, c'est un marqueur de santé non sexuelle, c'est-à-dire de santé physique, de santé mentale et de santé sociale. C'est-à-dire que quand vous avez un trouble, une dyspareunie, par exemple, ça peut être, ou du désir, ça peut être un marqueur d'un fardeau symptomatique, fatigue, douleur, détresse, insomnie. Ça peut être un marqueur de maladie chronique. Et en France, je vous rappelle, c'est 20 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, transmissibles ou non transmissibles, d'accord ? Et avec le vieillissement, c'est en train d'augmenter. Ça peut être un marqueur de comportement de santé inadapté, les addictions, les dettes du sommeil, enfin tout ce qu'on voit. Et donc vous voyez, je veux dire, de s'occuper de santé sexuelle, la santé sexuelle n'est jamais toute seule, comme la santé physique n'est pas toute seule, comme la santé mentale n'est pas toute seule. Tout est intriqué avec les comportements de santé. D'où l'importance de poser la question, d'être proactif et de le voir de façon globale. Voilà. Merci Pierre. Oui, je voudrais reprendre ce que tu dis, Pierre. La dyspareunie n'est pas normale. Mais il faudrait le répéter. Parce que s'il n'y a pas de pénétration, bien sûr qu'il peut y avoir une région inflammatoire, même des douleurs loco-régionales, mais ce n'est pas celle de la pénétration. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a un rapport sexuel. Alors la chose qui serait intéressant à voir, c'est comment peut-on parler avec ces femmes, pas peut-être qu'avec une femme d'abord, des stratégies à avoir pour ne pas avoir de rapport sexuel sans envenimer la relation dans le couple. Mais c'est ça qu'il faudrait débattre, même peut-être pendant longtemps, c'est très compliqué. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours un conflit, même s'il n'est pas ouvert, même si la personne n'est pas agressive en face, il y a un conflit avec le partenaire. Mais il y a très souvent un conflit avec elle-même. C'est-à-dire c'est elle d'ailleurs qui va accepter. Elle va dire, mais si, j'ai quand même envie, viens. Et j'ai mal. Et je t'en veux pas, mais j'ai mal. Mais c'est compliqué parce que le conflit, il est toujours... Une part de moi n'a pas envie. Soit par la douleur, soit par le climat, et peu importe. Il ne devrait pas y avoir de rapport sexuel. Or, aujourd'hui, on est en France, l'évolution de la société a fait qu'aujourd'hui, un couple, même pas jeune, quel que soit son âge, qui n'a pas de relation sexuelle est inacceptable. Pour qui que ce soit. Vous n'avez pas un chroniqueur, une émission de radio, n'importe quoi qui ne parle pas de sexualité. Et il parle de quoi ? On a tellement fait l'amour, on baise, on orgasme à chaque fois. C'est-à-dire quelque chose qui fait que l'absence de sexualité, qui est quelque chose de fréquent, très fréquent, je suis certain, je donne jamais je l'écris jamais plutôt, je donne cette proportion. Je suis persuadé qu'il n'y a pas plus d'un tiers des couples qui ont une sexualité mutuellement satisfaisante.
vraiment mutuellement satisfaisantes. Un autre tiers dans lesquels un des deux est insatisfait et un autre tiers qui ne fait pas l'amour. Ne pas faire l'amour, c'est 0 ou quelques fois par an. Hein, je vous assure, j'ai vu plus de 1000 couples que j'ai suivis en thérapie et je suis tous les travaux qu'il peut y avoir. Je ne peux pas l'écrire parce que je vais m'en prendre plein la figure. Mais la proportion, elle est sûrement comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on puisse comprendre que, d'abord, tu l'as évoqué, Karine, tout à l'heure, on peut apprendre à faire l'amour sans pénétration et sans être dans une revendication aujourd'hui, vous savez, de l'absence de pénétration, c'est-à-dire à trouver un érotisme mutuellement jouissif. Et ça, c'est aussi le biais des sexologues. On a des stratégies, on a des habiletés pour vous aider à ça. Des stratégies pour une sexualité non pénétrative, très jouissive. Il faut déjà dédramatiser et qu'ils comprennent, et qu'une femme comprenne qu'elle pourra jouir et apprendre les sextoys, apprendre la masturbation au partenaire, avoir beaucoup de massages, de pratiques, c'est ce qu'on fait tout le temps. Parce que ramener les gens, et d'ailleurs les pseudo-sexologues, on entend souvent, j'en étais voir, il nous a demandé de faire ça, il nous a dit comment il fallait faire l'amour, mais je veux dire, ça ne marche pas comme ça. On s'occupe des conditions de l'amour, entre-temps, on va avoir une sexualité qui va être différente. Et même, je vais vous expliquer, là je suis en train de parler au couple que vous êtes, je leur parle exactement comme ça, je vais vous expliquer que votre sexualité, dont on va parler, que je vais vous proposer, on n'impose pas, la sexualité que je vais vous proposer, elle va être beaucoup plus jouissive que la sexualité que vous avez vécue. Mais bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va dédramatiser le fait que la sexualité, elle n'est pas stéréotypée dans la pénétration, dans une séquence, dans une performance, ce que vous voulez. Et on va essayer de se débrouiller sur la jouissance mutuelle. Parce que c'est ça qui est prôné aujourd'hui. Voilà, tu as complètement raison, Pierre, parce que le problème, on n'en parle jamais, c'est le rapport sexuel. La pénétration n'est pas obligatoire. Et tous les problèmes de sexologie, je termine là-dessus, parce que tous les problèmes de sexologie ne sont qu'autour de la pénétration. Je caricature pas. La majorité des problèmes féminins, c'est autour de la pénétration ou non. Et des mecs, est-ce que je vais pouvoir y arriver ou non, être mou, la majorité des troubles, ils sont autour de cette articulation. Tu as complètement raison. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Je suis gynécologue. Donc je vois habituellement que les femmes en consultation. Elles viennent rarement avec leur partenaire, soit pour des consultations de gynéco standard, soit pour des problèmes de dyspareunie. La question, c'est comment est-ce qu'en consultation standard, on aborde la question de la douleur, de la dyspareunie? Est-ce qu'il y a une question type à poser en dépistage? Et la deuxième chose, vous avez marqué interdiction de pénétration, interdiction médicale de pénétration. Est-ce que c'est quelque chose en pratique que vous prescrivez, que vous écrivez pour le partenaire? Oui, là, ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique d'arrêt coïtal, si on veut être simple, c'est la base, ne serait-ce que pour la mémoire du corps. La mémoire du corps est extraordinaire. Donc déjà, pour protéger le couple et surtout la femme, de ne plus la mettre en danger de ce côté-là, qu'elle puisse plus enregistrer cette douleur, pour qu'on ait un espace-temps qui est le temps de la prise en charge, pour qu'au moins pendant ce temps-là, elle puisse reprendre confiance à minima sur elle, qu'on puisse démarrer la prise en charge individuelle et ou de couple, pour que ça puisse être positif. Mais il faut qu'à un moment donné, du fait de la mémoire du corps, on arrête ça. Donc c'est très classique, et même si on a affaire à un homme qui est, si vous voulez, qui a une dysfonction érectile, le fait de lui dire, écoutez, l'amour n'est pas une pénétration, combien de fois il faut le répéter dans les consultations, pour que justement, à un moment donné, il puisse être, lui non plus, face à l'échec constant, mais que peut-être il y a autre chose éventuellement à vivre, pour qu'à un moment donné, on puisse démarrer la prise en charge. Je reviendrai un tout petit peu également sur ce qui a été dit, je reviendrai un petit peu sur ce qu'a dit. On parle beaucoup, alors c'est peut-être personnel, c'est un petit peu ce que je défends dans ma façon de voir les choses, c'est qu'on parle énormément de médecine sexuelle actuellement. Moi, je suis plus dans une sexologie peut-être ancienne, qui est plutôt un humanisme, c'est-à-dire que la sexologie, pour moi, c'est la science de l'invisible, c'est tout ce qui fait la richesse et la beauté et l'art du sexologue, c'est d'aller voir ce qui se passe dans la partie, si vous voulez, inconsciente et la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y ait une vraie rencontre singulière avec l'autre, que ce soit un homme, une femme ou un couple, et que ce soit leur sexe et l'orientation sexuelle d'ailleurs. Moi, je me permets cette injonction de non-pénétration, elle est intéressante dans le sens où quand on va revoir la parce que du coup, c'est des patientes, on va proposer de les revoir pour...
et de voir si c'était respecté ou non. Et du coup, ce qui a été mis en place, parce que du coup, il y a vraiment... J'ai bien compris l'importance de cette injonction, mais est-ce que moi, je l'écris sur une ordonnance pour que la patiente puisse montrer à son partenaire c'est interdit? Oui. Alors, je pense que parfois je prescris moi des exercices où je les écris parce que le mari il n'arrive pas à venir, il veut pas venir, et vraiment il y a des exercices parfois, ce qu'on appelle le sensate focus, où je l'écris parce que vraiment il n'entend pas, mais moi je ne l'écris pas sur une ordonnance. Après, par rapport à l'abord, déjà quand on systématise les questions, il faut toujours faire attention. C'est que parfois, il y a une patiente, elle m'avait dit à la consulte 1 an avant que elle était veuve tout récemment et que quand on dit... alors, en tout cas, c'est aborder est-ce que vous avez des symptômes gynécologiques et des symptômes urologiques. Enfin, moi, j'ai vraiment les sphères, je les aborde toutes et j'y sur le plan de l'un. Alors, je vérifie qu'elles sont en couple et sur le plan de l'intimité. Est-ce qu'il y a des difficultés dans votre sexualité? En fait, ça semble difficile à exprimer comme des mots qu'on peut utiliser. Mais en fait, quand on a l'habitude de le dire, c'est facile en fait. Ce qu'il y a, c'est que parfois, comme on ne l'aborde pas parce qu'on ne sait pas toujours quoi en faire après, et qu'il faut des correspondants justement, parce que si c'est une problématique simple, je pense que, comme j'avais donné les dyspareunies primaires chez une jeune patiente qui ne se connaît pas bien, et parfois elle va faire un peu de kiné, et ce sera tout à fait suffisant, parce qu'il n'y a pas de... c'est pas complexe, et en ça on peut en une consultation poser pas mal de questions, et voir au niveau de l'examen comment ça se passe, et juste l'abord... mais enfin voilà, je vais pas prendre trop de temps. Je pense avoir répondu. Une dernière question, ou une remarque. Juste un tout petit complément pour la façon de prescrire l'interdit. Parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. L'interdit sexuel, on l'appelle comme ça, a été inventé par un chirurgien anglais au XVIIIe siècle. Et c'est marrant parce que dans sa description, il dit de quelle façon, c'était un neurologue à l'époque, il dit de quelle façon ça transforme tout. Alors, nous avons tous des patientèles différentes, des exercices différents. Bon, moi, ce que je fais, c'est en voyant un couple et que je vais voir pour la première fois dans lequel il y a une difficulté pour cette femme à être pénétrée. Il faut d'abord avoir l'adhésion. Alors moi, du couple, avoir l'adhésion des deux. Ils sont en face de moi. Je vais me débrouiller pour qu'il y ait une sorte de confiance dans cet entretien. À ce moment-là, je vais leur demander, voilà, est-ce que vous acceptez qu'on se revoie une prochaine fois? Ça sera dans 1 mois. Je dis le temps. Ça sera dans 1 mois, parce que je vois les couples tous les mois. Je vais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous accepterez tout ce que je vais vous demander? Et je leur demande de répondre à cette question. À ce moment-là, vous allez avoir l'adhésion. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une part vont dire non, à ce moment-là, on va parler autrement. Mais en majorité, il y en a bien qui vous disent oui, on vous fait confiance puisqu'on vient. Est-ce que vous accepterez tout ce que je vous demanderai? Bon, je vais vous interdire d'avoir des relations sexuelles. Et la plupart du temps, ils me disent mais ça fait 6 mois ou 1 an qu'on n'en a pas. Oui, mais la différence, c'est pas parce qu'elle ne peut pas ou elle ne veut pas, c'est parce que vous avez accepté d'extérieur quelqu'un qui vous propose cela. Essayez de ne pas dire d'autres mots que propose. À ce moment-là, vous formulez un interdit, mais moi je l'explique. Je vais vous expliquer. Ça permettra que vous puissiez avoir des gestes que vous n'avez plus, parce que comme vous avez peur du rapport sexuel, il n'y a aucune caresse, il n'y a aucun toucher. Vous faites tout ce que vous voulez, mais il n'y a aucune pénétration. Vous allez vous caresser, vous allez faire tout ce que vous voulez, et quand ils reviennent, vous voyez d'abord une femme qui vous dit, lorsque vous parlez séparément, ça a changé ma vie. Lui, qui ne va pas comprendre, mais il va falloir qu'il comprenne que ça lui a changé sa vie. Voilà, c'est des petits trucs pratiques, vous pouvez y arriver. Très rapide. Pour répondre à ta question sur les 1 tiers, en fait, c'est quelque chose en cancérologie, c'est ce qui est mon domaine, on connaît très bien. On sait très bien, et on a plein d'enquêtes qui montrent que à peu près 100% des patients et des patientes sont intéressés par une information sur les conséquences du cancer ou de la maladie chronique sur leur vie intime et leur sexualité. Par contre, on sait qu'il y en a 1 tiers, ça ne marche pas, ils vont faire du vélo, ils vont se promener sur le lac ou n'importe quoi.
Un tiers qui dit, bon, finalement, s'il y a un comprimé de Viagra ou un lubrifiant, ben, ça me va. S'il faut faire un truc compliqué, non. Et un tiers qui est très motivé. Et en fait, c'est les 2 tiers qui sont motivés sont des gens qui ont déjà une vie sexuelle qui est active. Donc déjà, ça permet de voir un petit peu ça. Donc ça, c'est une chose qu'on retrouve en cardio, en endocrino, en neuro, partout. Donc ton appréciation comme ça est vraiment refait. Deuxièmement, n'oublions pas que nous sommes dans une maladie chronique. Nous sommes dans un symptôme chronique. Quel est le principal problème actuellement des maladies chroniques? C'est une priorité de l'OMS, c'est la mauvaise adhésion thérapeutique. Un patient sur 2 ne prend pas ou mal son traitement. C'est un des gros problèmes actuellement. Et même pour des traitements comme des traitements immunopresseurs après des greffes. Donc oui, c'est pas n'importe quoi. Or, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, il faut modifier les comportements des patients. Et si on ne pose pas sur les croyances ou ce que pensent les patients et les idées erronées, on n'y va pas. Donc finalement, de ce que vous êtes, en sexologie, ça on le connaît bien, quand on est en train de dire arrêtez de faire ça, puis réfléchissez un petit peu, on joue sur une espèce de thérapie cognitivo-cognitive. Tu vois, pour un chirurgien, je fais des gros progrès. Hein. Tu évolues bien, Pierre. Hein. Bon, même si c'est très frustrant, hein, on va conclure avec des émotions. C'est midi, on va vous laisser. Et on vous laisse revenir vers nous. On vous attend à 14h pour parler d'autres émotions bien plus noires encore, sur les violences. Et on vous attend à 14h. Merci.